je passe directement la parole à M. Mohamed Askri pour nous donner des éclaircissements sur les efforts de la Tunisie en matière de lutte contre la corruption en général et restitution des avoirs. Je vais mettre le doigt sur les aspects pratiques de la question, qui est une question cruciale en matière de recouvrement de restitution des avoirs mal acquis existants à l'étranger, à savoir la coopération internationale. Généralement, les fonds détournés et spoliés par surtout les personnes politiquement exposées, les PEPS, comme prévu dans la Convention des Nations Unies de la lutte contre la corruption, sont en grande partie transférés à l'étranger, et plus particulièrement dans des paradis fiscaux, ou bien dans des États qui font le démarchage pour accueillir ces fonds, et pour les loger, et même pour donner les conseils aux criminels. La coopération internationale est un atout pour pouvoir atteindre l'objectif majeur prévu par l'article 1er de la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption, c'est la restitution des avoirs à travers la coopération internationale. Et le principe prévu aussi dans le chapitre 5, et plus précisément l'article 51 de la dite Convention, qui considère que le recouvrement des avoirs mal acquis est un principe principal, général, dans cette Convention. Les mécanismes de coopération internationale en matière de lutte contre la corruption en général et de restitution des avoirs mal acquis d'une manière spéciale a plusieurs volets, il y a plusieurs mécanismes pour atteindre cet objectif. Premièrement, il y a ce qu'on appelle l'entraide judiciaire internationale, l'assistance judiciaire à travers les commissions rogatoires internationales. Il y a aussi les demandes d'extradition, le transfert des procédures, il y a les investigations communes, et il y a aussi la coopération entre les autorités chargées de l'application de la loi. Dans le domaine de restitution des avoirs, le principal mécanisme, c'est les demandes d'entraide judiciaire ou les commissions rogatoires internationales. Après la Révolution, les autorités judiciaires tunisiennes ont décerné plusieurs commissions rogatoires internationales pour les pays dont on a soupçonné à l'époque qu'il existait des avoirs transférés par le régime, les symboles de l'ex-régime, l'ex-président et son clan. Mais malheureusement, on a demandé dans cette phase le gel des avoirs. Comme vous savez, la restitution des avoirs est un processus lent et complexe. Il commence par la phase de la détection ou le dépistage de ces avoirs mal acquis. Dans les criminels, généralement, ils font recours à des professionnels dans toutes les matières confondues, dans le domaine juridique, l'ingénierie financière, dans la fiscalité, dans le commercial, le droit bancaire et tout. Donc, pour pouvoir dépister ou bien faire la traçabilité, le parcours de ces avoirs, il faut aussi adopter des mécanismes et des techniques spéciales d'investigation et des experts en la matière pour faire la traçabilité. Mais malheureusement, l'autre son de cloche ne répondait pas comme il se doit. Donc, on nous a demandé de fournir les informations, les comptes, les banques, toutes les données afférentes à ces opérations financières suspectes, malgré que la Convention met à la charge des États partis d'aider les États requérants de fournir dans la recherche de la preuve et la recherche de ces avoirs planqués derrière les sociétés écrans et tout ça. Mais on a quand même pu relever ce défi par la coopération interne efficace entre les différents intervenants
notamment la FAYO tunisienne, la Commission tunisienne des analyses financières chargée de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Cette commission a des procédés simplifiés dans l'entraide internationale, non pas comme les commissions rogatoires émanant des autorités judiciaires qui passent par la voie diplomatique et dans lesquelles on met des conditions exorbitantes quant à la forme et quant au fond, tels que le modus operandi, les moyens de preuve, l'identification des avoirs, l'identité complète des personnes soupçonnées. Par contre, pour la FAYO, il suffit de donner l'identité de la personne et une banque, et on peut fournir rapidement par des voies rapides, par les fax ou bien par les mails sécurisés, les informations requises, chose qu'on a faite juste après la Révolution. On a pu élucider plusieurs affaires de cette sorte et puis on transmet les informations aux autorités judiciaires pour les exploiter dans les procédures pendantes en Tunisie ou à l'étranger. Pour l'extradition aussi, il y a deux procédés. Ou bien on demande l'extradition d'une personne en fuite lorsqu'elle est mise en examen avant le prononcé d'un jugement. C'est ici aussi en coopération avec Interpol pour les mandats d'arrêt internationaux. Ou bien après le prononcé du jugement, en application des conventions bilatérales si elle existe, sinon par la règle de la réciprocité ou bien le droit interne de l'État requis. Nous avons aussi pu travailler avec nos homologues étrangers concernant les investigations communes, notamment avec la Suisse, et les demandes de transfert de procédure. Le demande de transfert de procédure lorsque la personne mise en examen demande d'être jugée devant les autorités judiciaires de son pays d'origine, notamment la Tunisie. Mais parfois, l'intérêt de l'enquête exige qu'on refuse le transfert de ces procédures et qu'on insiste sur que l'enquête soit diligentée par l'autorité requise pour qu'on puisse recueillir de plus amples informations et comme ça on peut nourrir les deux procédures internes et à l'étranger. Il y a aussi la coopération entre les autorités chargées de l'application de la loi, la FAYO, l'Interpol. Pour l'Interpol, en Tunisie, nous avons créé une base de données pour l'échange d'informations. Entre les États requis et la Tunisie en tant qu'État récurrent, mais malheureusement, elle n'a pas été alimentée par les informations, par les États requis. Jusqu'à maintenant, il y a une inertie de la part de ces États, malgré leur engagement pour transmettre toutes les informations utiles à l'avancement des procédures. Pour le Conseil du marché financier aussi peut jouer un rôle prépondérant, puisque c'est une autorité de régulation du marché financier, il a une autorité de tutelle sur les fonds de placement et aussi de contrôle sur les sociétés émettrices faisant appel public à l'épargne. Il a aidé beaucoup les autorités judiciaires par des informations très importantes et dans le cadre des mémorandums d'échange d'informations avec ses homologues tels que établis par l'Organisation internationale des commissions de valeurs, l'OICV, il peut échanger des informations aussi par des voies rapides à l'instar de la Commission tunisienne des analyses financières. La Tunisie, à partir de juillet 2012, est devenue membre au groupe Egmont après une vérification effectuée par le GAFI, le groupe d'action financière internationale, la Banque mondiale, et a été accepté pour accéder au groupe Egmont. Ce statut de membre au groupe Egmont permet
au service de renseignement financier tunisien d'obtenir des informations avec tous les États partis à Gros-Pigment. Avant, on n'était pas partis, donc il faut conclure des conventions d'échange d'informations. Mais à partir de juillet 2012, on n'a plus besoin de conclure des conventions, ce qui a facilité énormément la tâche de l'ACTAF et sa relation avec surtout l'autorité judiciaire. Elle a transmis plusieurs informations pertinentes aux doyens de juges d'instruction qui les a exploités pour faire le dépistage des avoirs Malaki et elle continue cette opération jusqu'à nos jours. Il y a encore un flux considérable d'informations importantes. Ceci étant, il y a plusieurs défis qui envisagés par les différentes autorités en lien avec la restitution des avoirs Malaki, notamment l'autorité judiciaire. Il y a des problèmes d'ordre juridique, il y a des problèmes d'ordre pratique ou même, voire même politique. Les problèmes juridiques consistent en la divergence des régimes juridiques des différents États requis. Donc il n'y a pas un régime ou bien car la Convention des Nations Unies contre la corruption, c'est un cadre juridique international, mais il n'y a pas des dispositions contraignantes qui obligent les États à les respecter. Il faut les transposer de droit interne, chose qui n'a pas été faite par tous les États avec lesquels on a eu des demandes d'entraide judiciaire. Et tous les États requis, il y a maintenant 80 commissions obligatoires décernées aux autorités étrangères et chaque État applique son droit interne sans recourir à la Convention. Malgré convention de la Convention, et même s'il existe une convention bilatérale, c'est à titre exceptionnel qu'on l'applique. Toujours on se prévaut du droit interne de chaque État. Un autre problème, c'est une difficulté dirimante pour les magistrats et pour l'entraide judiciaire internationale, à savoir les voies de recours excessifs. Donc, notre expérience en Tunisie, pour obtenir les extraits de compte, donc on peut s'attendre à 2-3 ans. La dernière décision prononcée le 29 novembre 2013 par le tribunal pénal fédéral suisse, 2 décisions du 29 novembre, il concerne uniquement, ces décisions concernent la remise de preuves, c'est-à-dire des documents bancaires. Cette demande remonte déjà à plus qu'une année et demie qu'on attend ces extraits, car l'analyse de ces extraits et l'établissement du profil de compte pour faire la traçabilité et la liaison entre l'infraction et le produit du crime, déjà, elle doit être précédée par cette opération. On attend déjà presque le mois de mars, c'est 3 ans, juste pour une demande d'extrait bancaire. Pour se constituer partie civile aussi par la voie de recouvrement direct tel que prévu par la Convention des Nations Unies, je vais parler des cas pratiques. Une demande de constitution partie civile nécessite 1 année, 6 mois première instance et 6 mois devant la Cour d'appel pour qu'on puisse accéder au dossier et voir les moyens de preuve et les informations qui devront être transmises aux autorités judiciaires tunisiennes. Donc, on a éprouvé des difficultés énormes pour les voies de recours, pour la demande d'extradition d'un membre de la famille de l'ex-président. Elle dure encore jusqu'à maintenant, depuis le mois d'octobre 2011. La décision d'extradition a été prononcée par un tribunal italien, et puis l'appel, la cassation. Ensuite, un autre recours devant le tribunal administratif contre le décret pris par la ministre de la Justice. Et même après le tribunal administratif, un autre recours a été ouvert devant une commission pour l'immigration. Et maintenant, le procès, il est encore en cours. Ça fait 2 ans et quelques mois. Donc, nous avons beaucoup de souffle et beaucoup de patience pour envisager tous ces problèmes. Il va sans dire aussi qu'il y a d'autres États requis qui n'ont pas répondu complètement à nos demandes d'entraide judiciaire.
sans donner aucun motif, silence radio, on ne sait pas pourquoi. C'est certainement que c'est une décision politique de leur part, malgré les promesses qu'on a eues avec ces États lors de nos rencontres bilatérales en marge des forums internationaux qui sont tenus à travers le monde, ou même on a adopté une autre approche pour provoquer des réunions bilatérales avec chaque État requis. On a fait ça avec la France, avec le Liban, la Suisse, le Canada aussi. Mais on attend encore. Il y a la parole, il y a les bonnes intentions, les promesses. Mais l'exécution, l'année dernière, en mois de novembre 2012, on nous a promis de nous transmettre les documents bancaires dans 15 jours et on attend encore. Malgré les rappels écrits et officiels qu'on a envoyés à un État européen. Il a les documents, on les a vus, alors après votre retour, on va les transmettre et on attend jusqu'à nos jours. Donc, voilà. Il y a plusieurs problèmes, car ces informations, on ne peut avancer dans les procédures, dans les procès internes, si on n'obtient pas ces informations. Car pour faire la traçabilité, par exemple, le cas de Liban, c'était les documents bancaires qui ont été transmis par la SIC, la Special Investigation Commission libanaise, qui nous a donné ces informations. Ensuite, la commission d'investigation sur la corruption et la malversation, c'est le document trouvé lors de l'opération de perquisition effectuée par notre commission. Cet extrait a été transmis à l'ACTAF, c'est ça l'importance de la coopération interne entre les différents intervenants. L'ACTAF a pu obtenir des informations et les a transmises à notre collègue, le juge d'instruction, qui a pu remonter et reconstituer la toile d'araignée et prouver que cet argent provient d'une infraction de détournement de deniers publics, et une condamnation a été prononcée à l'encontre de l'ex-président de sa femme. Après cette condamnation, on a demandé une entraide judiciaire complémentaire pour l'exécution du jugement de confiscation avec le Liban. On a aussi trouvé un autre problème, c'est une demande d'intenter une action civile en exéquatur pour la partie civile, que c'est incompatible avec la Convention des Nations Unies qui exige des États partis d'appliquer une décision de confiscation directement sans recourir à une autre procédure, mais malheureusement on a été obligé et contraint de faire cette procédure et recourir au ministère d'un avocat qui a intenté une action civile en exéquatur, et puis le jugement a été exécuté. Vous voyez donc que le processus est plein d'écueils et plein de difficultés, malgré les efforts engagés par tous les intervenants en lien avec la lutte contre la corruption. Les autorités tunisiennes, je parle des différents intervenants directs, c'est-à-dire le comité de recouvrement des avoirs mal existants à l'étranger. D'ailleurs, c'est une expérience unique. Elle a été prise par la Tunisie en partenariat avec l'initiative STAR, la Center Recovery relevant de la Banque mondiale et de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Et cette expérience a été bénéfique. Surtout qu'elle permet d'intenter des actions directes dans les États requis pour éviter la lenteur des procédures par la voie de coopération diplomatique entre autorités judiciaires, entre les ambassades. Cette expérience a été transposée aussi par nos voisins libyens. Ils ont créé un comité de recouvrement des avoirs mal acquis. Mais ce comité travaille en concertation étroite avec le ministère de la Justice, avec la Commission tunisienne d'analyse financière et avec le ministère des Affaires étrangères et avec les autres intervenants en rapport avec ce domaine. Bon, vu la complexité de la question, surtout la restitution des avoirs et l'expertise en matière de recherche de preuves, à partir du mois de février et mois de mars, nous avons organisé plusieurs sessions de formation en Tunisie et même à l'étranger, pour les magistrats, pour les membres de l'ACTAF, pour les membres du comité, pour la police aussi judiciaire, pour les différents intervenants. Et
on a créé un pôle judiciaire financier spécialisé. Tous les magistrats relevant de ce pôle ont suivi plusieurs sessions de formation et de renforcement de capacité avec des partenariats stratégiques avec la Banque mondiale, l'Union européenne, la BAD, l'UNODC, l'initiative STAR et plusieurs autres partenaires en la matière. Mais le problème majeur qui reste jusqu'à nos jours, encore qui n'est pas résolu, c'est l'échange d'informations avec les États requis et le problème des voies de recours et le silence de ces États, malgré l'importance de la restitution des avoirs sur la justice sociale, sur le message fort que peut transmettre l'efficacité dans la restitution des avoirs, c'est la prévention la prévention de la corruption. Car si on n'arrive pas à atteindre et à réaliser des résultats concrets, donc la corruption va aussi continuer. Et un autre message négatif qui est transmis, c'est-à-dire l'inefficacité de la coopération internationale, ce qui peut inciter les autres dirigeants politiques et tout le monde à profiter de leur position. Et on parle de discours politiques à travers le monde, on nous aide ou bien d'assistance technique, mais la coopération réelle, effective, notamment l'échange d'informations, n'existe pas, elle existe d'une manière très très faible. Et je vous remercie. Ça va être difficile de passer après c'est Mohamed, parce que c'est Mohamed est un praticien du domaine, ce que moi je ne suis pas. Moi je suis juriste, professeur d'université, donc je vois plutôt les choses du côté universitaire et académique, et je vois plutôt le cadre juridique. Bien sûr, les obstacles, je les perçois, mais je ne les ai pas pratiqués au quotidien. Donc je ne vais pas être très longue, parce qu'on va quand même laisser la place à la discussion, mais je voudrais commencer mon intervention par une remarque qui a été faite hier dans la salle à propos de la restitution des avoirs et comment est-ce que les autorités des pays étrangers ne coopèrent pas avec la Tunisie alors que la Tunisie a fait des demandes. Nous ne vivons pas dans un monde parfait et idéal et idéalisé, où il suffit de se poser en victime pour pouvoir obtenir gain de cause. Sinon, les choses iraient beaucoup plus vite et on serait plutôt au paradis que sur Terre. Mais on est sur Terre. La restitution que ce soit la restitution des avoirs ou la coopération internationale, respecte des règles. Et ces règles sont fixées par des conventions bilatérales ou multilatérales. Si Mohamed a cité les conventions d'entraide judiciaire, la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption, mais il y a aussi la Convention de Palerme sur le crime transnational qui peut être aussi utilisée. Il y a aussi d'autres instruments auxquels on ne pense pas directement, mais qui normalement devraient aider la Tunisie en termes de coopération internationale, ce sont les conventions fiscales. Parce que quelqu'un qui détourne des deniers publics ou même qui dispose de fonds privés et qui ne les déclare pas, c'est de la fraude fiscale. Et la fraude fiscale, c'est une infraction, que ce soit en Tunisie ou ailleurs. C'est une infraction pénale aussi, lorsqu'elle est organisée, qu'il y a des montages frauduleux. Et la grande fraude, malheureusement, c'est des montages frauduleux avec l'intervention de plusieurs spécialistes, comme l'a indiqué Si Mohamed. Et donc, il est possible aussi d'utiliser les conventions fiscales. Et la Tunisie a un réseau assez développé. L'année dernière, la Tunisie a signé et ratifié la convention de l'OCDE sur l'assistance mutuelle en matière fiscale, qui prévoit, par exemple, l'échange automatique d'informations. Oui, tout cela, c'est dire qu'il y a un arsenal, mais cet arsenal est lourd à manier. Et en plus, quand en face, il n'y a pas une volonté réelle de répondre, vous imaginez le parcours de combattants et les difficultés qu'il y a rien qu'à obtenir de l'information. Il ne faut pas jeter la pierre aux autres, hein. Il faut aussi regarder du côté tunisien. Par exemple, si on parle d'une chose qui aujourd'hui semble être un tabou en Tunisie, la levée du secret bancaire.
il ne peut pas y avoir d'échange d'informations et on ne peut pas exiger des autres ce que l'on ne fait pas chez nous. Au jour d'aujourd'hui, le secret bancaire est protégé en Tunisie. L'administration fiscale, avec toute sa puissance, ne peut accéder qu'au numéro de compte et aux dates d'ouverture et de clôture. Il n'est pas possible d'accéder aux relevés bancaires. Bien sûr, quand il s'agit d'une entreprise, les relevés bancaires font partie des pièces comptables et l'administration est en droit de les exiger du contribuable, mais pour les particuliers. Et il y a une grande fraude fiscale aujourd'hui organisée par des particuliers en leur nom propre, par des personnes physiques en leur nom propre. Donc rien ne les oblige à remettre leur relevé bancaire à l'administration fiscale. Et imaginez le cas inverse, que la Tunisie soit l'État requis, où on demande des informations sur le contribuable X ou Y. La Tunisie, au jour d'aujourd'hui, va répondre très clairement, tout en respectant sa législation interne, mais aussi une partie de ses engagements internationaux. Mon droit interne ne me permet pas d'accéder à cette information. Il y a l'article 15 sur le secret fiscal du Code des droits et procédures fiscaux et il y a l'article 17 sur la communication d'informations bancaires. Les deux, mis bout à bout, empêchent de transmettre de telles informations. Aujourd'hui, bien sûr, quand vous lisez les ouvrages spécialisés ou bien les rapports sur ce que l'on appelle désormais, on ne parle plus de paradis fiscaux, hein, je crois que ça c'est un terme qui devient politiquement incorrect, on parle plutôt d'État et de territoire non coopératif. Qu'est-ce qu'un État et un territoire non coopératif? C'est un État qui a conclu moins de 12 conventions fiscales d'échange de renseignements. Ce n'est pas si compliqué que ça d'avoir un réseau d'une dizaine de conventions de conventions fiscales. Je m'excuse, parce qu'il y a le CETI de Londres. Le CETI de Londres, oui. C'est une paradis. C'est le plus grand c'est la plus grande décideuse, on est bien d'accord. En plus, dans la définition des États et des territoires non coopératifs, les États européens sont exclus. Hein. La définition ne s'applique pas aux États européens. Or, il y a parmi nous des représentants, des Européens, mais qui ne sont pas représentants de leur État, au sein de l'Union européenne, il y a les plus grands paradis fiscaux. Plus ou moins considérés comme tels ou pas. Bien sûr, on cite toujours l'exemple de la Suisse ou du Liechtenstein. Aujourd'hui, les plus intelligents n'iront plus vers la Suisse ou le Liechtenstein parce qu'on connaît plus ou moins le système qui a été mis en place. Les renseignements généraux allemands ont fait le nécessaire et ont payé le prix nécessaire pour avoir des informations et pour que le montage soit démantelé. Mais il y a d'autres États, le Royaume-Uni et les îles anglo-normandes et la City de Londres. Aujourd'hui, ce sont les plus grands paradis fiscaux. Est-ce qu'on les considère comme tels? Est-ce qu'on les considère comme États et territoires non coopératifs? Non. Alors, je vous ai cité tous ces... Mais Chypre, elle a payé cher. C'est question de poids et mesure. Oui. Donc, moi, je vous ai donné ces exemples-là pour vous illustrer la difficulté qu'il y a à obtenir la coopération d'États étrangers. Et il faut toujours réfléchir par la réciproque, parce que nous aussi, en Tunisie, on peut être des États requis. Demain, si la Libye demande... comment est-ce qu'on... la réciprocité, bien sûr. La Libye, j'ai pris parce que ce sont nos voisins, et on sait tous qu'il y a des avoirs libyens en Tunisie. Comment est-ce qu'on va réagir? Nous aussi, on va faire la même chose. Hein. Nous avons un cadre juridique, et ça, c'est pour vous rappeler que la coopération internationale obéit à des règles. Et si nous, on se plaint de l'attitude des autres, demain, on fera la même chose, parce que nous aussi, on s'abritera derrière notre droit national, on s'abritera derrière notre réseau conventionnel, et on exigera que l'État requérant fasse la même chose dans notre pays. Et tout cela, ça demande, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est de l'attente déçue de la part du peuple tunisien ou du peuple étranger. C'est la réalité, hein. Je ne veux pas dire que c'est le prix à payer, mais c'est la réalité.
Donc il ne faut pas être trop angélique quand on parle de coopération internationale. La coopération internationale, c'est une coopération entre États qui obéit à des règles de relations internationales. Et comme vous l'avez dit, de poids et de mesure, c'est vrai. Hein, quelle est votre puissance quelle est votre position face à l'autre État? Les États-Unis, quand les États-Unis ont mis leur poids dans la balance pour briser le secret bancaire suisse, ils l'ont obtenu. UBS a payé le prix. Certaines banques suisses ont été démantelées par les autorités américaines parce que ces banques avaient participé à de la fraude fiscale faite par des contribuables américains. Est-ce que nous avons le poids des États-Unis face au Royaume-Uni? Non, je ne parle pas du Royaume-Uni, face à la France. Nos intérêts, parce qu'il n'y a pas que cet aspect-là, il y a aussi tous les intérêts connexes qui vont avec ces demandes, soit de restitution, soit de demande d'information. Donc, il faut être réaliste, voir les choses en face. Il y a des règles, il faut les respecter, il faut suivre la procédure jusqu'au bout pour être inattaquable, mais il ne faut pas s'attendre à ce que la réponse soit immédiate dans les 2 ou les 3 ans, parce que ça fait 3 ans que Ben Ali est parti, hein, et ce n'est pas en 3 ans qu'on pourra récupérer je ne sais pas, je ne veux pas donner de pourcentage parce que je n'ai aucune idée sur la valeur de sa fortune, mais ça va prendre du temps et peut-être qu'on ne récupérera jamais la totalité. Et de toutes les manières, il y aura toujours des États qui auront intérêt à ne pas coopérer et à garder les fonds qui ont été si bien accueillis chez eux et pour lesquels ils constituent des terres d'accueil et continueront à constituer des terres d'accueil. Pourquoi? Parce que l'argent de la corruption est très important en termes de masse financière. L'attrait et l'appât du gain, je crois que c'est une chose que l'on ne peut pas nier, et on a beau mettre des mécanismes, et il faut y croire. Hein. Moi, en tant que juriste, je ne peux pas ne pas y croire, ne pas pousser vers le respect des règles, vers la multiplication du réseau conventionnel. Il faut absolument multiplier, se donner le maximum de chances, mais être réaliste, ça ne va pas se faire en 2, 3, 5, voire même 10 ans. Peut-être moi, mes petits-enfants verront cet argent-là, mais moi je ne crois pas que de mon vivant je le verrai. Voilà, je ne suis pas très optimiste, mais je tenais à vous dire cela. J'espère ne pas avoir été trop long. Non, pas du tout. Alors, et dire que la Tunisie ne possède pas des experts. Alors, je passe directement la parole à M. Gileni Hadjaji de Transparency Algérie, un militant de la société civile, qui va nous parler de son expérience en matière de coopération internationale. Et donc à lui la parole. Je suis membre de l'association algérienne de lutte contre la corruption, qui est partenaire aussi avec Transparency International et d'autres ONG internationales. Les organisateurs m'ont demandé un texte, donc j'ai fourni un texte, mais je ne suis pas très content de ce texte, mais bon, il est disponible, hein, je pense qu'ils vous le remettront. Alors moi j'ai volontairement, ne sachant pas très bien, connaissant la composante qui allait intervenir, mais ne sachant pas très bien qui allait dire quoi, j'ai délibérément choisi un peu l'angle, on va dire, du militant associatif et de l'observateur de ces questions depuis quand même pas mal de temps. Et je vais vous donner comme ça en vrac une série d'idées, une série de réflexions. Soyez indulgents et patients, mais je vais le faire assez rapidement. Dans le sens où j'ai voulu, à l'appel des organisateurs et à l'appel de mes amis de la société civile tunisienne et à l'appel et aussi des représentants du gouvernement tunisien qui font tous un travail assez extraordinaire, donc apporter un peu ma vision, ma touche. Il y a des choses que nous partagerons, il y a des choses sur lesquelles nous ne serons pas d'accord. Le premier élément, c'est concernant les instruments internationaux. Il en existe plusieurs. La Tunisie en a ratifié quelques-uns, la Convention des Nations Unies. Je pense que la Tunisie a ratifié la Convention de l'Union africaine, qui malheureusement bat de l'aile sur le terrain, et qui peut vous intéresser, notamment concernant son application par rapport aux Seychelles, pour les raisons que vous connaissez. Il y a la Convention de l'OCDE, j'ai cru comprendre qu'il y a un processus qui est en cours.
donc la convention de l'OCDE de 1997 qui pénalise la corruption des fonctionnaires étrangers dans les transactions commerciales internationales. Elle est ouverte, donc l'Afrique du Sud et le premier pays africain à avoir ratifié et adhéré à cette convention. L'avantage, entre autres, de cette convention, c'est qu'elle est beaucoup plus contraignante et ça peut être un instrument extrêmement intéressant pour vous. Il y a, comme Madame l'avait déjà cité, la convention de Palerme. Et je crois qu'il faut réfléchir, peut-être mettre en place en Tunisie, une sorte de bureau d'études qui aurait à réfléchir sur le contenu de ces différents instruments, sur les recoupements éventuels, sur les contradictions qu'ils contiennent, et sur ce que la Tunisie officielle et société civile peut faire comme proposition pour réviser qualitativement ces instruments. Comme autre instrument international, il y a le groupe d'action financière internationale, donc, et notamment le groupe MENA qui est un groupe observateur, je pense que la Tunisie en est membre, le blanchiment d'argent et paradis fiscaux. Plus on lutte contre le blanchiment d'argent, plus on lutte contre les paradis fiscaux, plus on rend difficile plus on rend difficile la circulation de l'argent de la corruption. Et là aussi, je pense qu'il serait intéressant, dans les perspectives pour la Tunisie, que du simple statut d'observateur, elle puisse passer au statut de membre à part entière du GAFI. Il y a les aspects positifs de la contrainte et des obligations. Il y a l'organisme européen donc, contre la fraude, l'OLAF. Il y a un accord d'association entre l'Union européenne et la Tunisie. C'est aussi un instrument qu'il serait utile d'utiliser, tant plus que l'OLAF est réceptif à des coopérations multiformes en termes de formation, en termes d'expertise. Et il y a bien sûr le contenu de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Tunisie, qui est aussi un instrument qui peut être extrêmement intéressant, non pas uniquement de ce que peut en attendre la Tunisie, mais aussi des obligations de l'Union européenne vis-à-vis de la Tunisie. Je pense que vous avez beaucoup de contacts avec la Banque mondiale. Là aussi, ce sont des pistes intéressantes. La Banque mondiale a une bonne expertise concernant les avoirs. Bonne expertise, et ça, je n'ai pas beaucoup entendu lors de ces différentes réunions, concernant le processus de déclaration de patrimoine des agents publics. Nous avons, nous, association, travaillé beaucoup avec la Banque mondiale sur ce processus-là. Il y a des analyses et des propositions extrêmement intéressantes. Et la Banque mondiale a une pratique qui est récente, nouvelle, concernant les marchés publics, tant dans une réglementation qualitative, que dans la fameuse liste noire des entreprises qui ont été prises la main dans le sac. Et la Tunisie étant membre de la Banque mondiale, je pense que ça peut être utile d'utiliser ce processus de liste noire concernant les entreprises internationales, notamment qui ont des projets en Tunisie. Deuxième chapitre, que je vais aller très rapidement, il y a nécessité en termes de coopération internationale de ne pas se limiter uniquement et comme il y a une dynamique intéressante, multipartite en Tunisie, société civile, experts universitaires et gouvernement, c'est aller constituer, faire son propre travail d'investigation, ce que j'ai appelé investigation, formation, document, expertise. Et là, il y a des pistes aussi et des contacts à établir. Il y a des médias au niveau international qui font un remarquable travail d'investigation, c'est aussi s'en approcher. Il y a des journalistes d'investigation qui sont connus sur la place internationale, là aussi, qui font un travail remarquable, voir comment collecter l'information. Il y a depuis quelques années aussi ce qu'on appelle les anciens journalistes d'investigation qui sont devenus enquêteurs professionnels et qui font des ouvrages parfois de très bonne qualité, et ça peut être utile de consulter. Concernant, là vous en avez beaucoup parlé, l'aspect coopération internationale proprement dite à travers les instruments, il y a aussi la coopération intergouvernementale. La Convention des Nations Unies peut être un de ces instruments, à la fois concernant les échanges d'informations, et à la fois, ce que vous aviez dit, monsieur, la possibilité de co-enquête, tout en disant qu'une des limites de la Convention des Nations Unies, c'est d'être très peu contraignante et souvent des recommandations générales. L'idée aussi, en Tunisie, de créer un pôle national indépendant d'investigation. L'investigation n'est pas le propre uniquement des journalistes, des magistrats et de la police judiciaire. Je pense qu'on est en mesure, dans un pôle qui réunirait à la fois des chercheurs, des universitaires, des experts et des gens de la société civile de le faire. Je l'avais déjà proposé lors de réunions précédentes, c'est la mise en place d'un réseau régional indépendant d'experts sur toutes ces questions-là. Dans le même sens, un centre régional indépendant de documentation. Là, notre association, nous travaillons sur la documentation depuis une vingtaine d'années. Nous sommes tout à fait disposés à mettre à la disposition des universitaires, des experts du gouvernement tunisien, toute nos documentations. L'idée aussi, bien sûr, d'une propre banque régionale de données. Le recouvrement des avoirs, en dehors de ce qui est mentionné dans les instruments internationaux, je crois qu'il faut aller aussi vers des pistes. Il y a de nombreuses pistes qui existent en dehors des instruments internationaux qu'il faut exploiter. Et il y a des pays européens qui, effectivement, vous l'avez souligné avec raison, qui sont très peu coopératifs. Alors, ces mêmes pays européens et même américains, quand la Tunisie, par exemple, était sous le régime Ben Ali, pas de liberté, pas de démocratie, on ne pouvait pas coopérer, vous restituer des avoirs parce qu'on ne savait pas où est-ce qu'ils allaient. Maintenant que le processus change
en Tunisie, ces pays deviennent un peu plus réticents. L'Autriche, par exemple, est un très mauvais élève, il y a beaucoup d'argent tunisien en Autriche. Je l'avais dit déjà la semaine dernière. Et ce qui est remarquable, vous m'excusez l'expression, il y a énormément d'hypocrisie chez un nombre important de partenaires européens. Tenez-vous bien, il y a des inventaires extrêmement précis des avoirs tunisiens dans un certain nombre de pays. Avoirs, inventaires qui ont été menés par différents services, les douanes, les ministères de l'économie et notamment un certain nombre d'offices spécialisés de police judiciaire. Alors, 9e point, je vais aller très rapidement. Alors, il y a un problème qui est un peu particulier. Vous devez certainement suivre un peu ce que fait la SEC, là, le fameux gendarme de la bourse américain, qui, une fois prenant une entreprise côté la bourse de New York, prenant une entreprise la main dans le sac, négocie, c'est un peu le système judiciaire américain, négocie un peu les pénalités. Or, les pénalités, très souvent, donc, vont au Trésor américain, alors que, si on devait, récemment, il y a des entreprises algériennes, des entreprises étrangères qui ont reconnu avoir versé des pots de vin en Algérie, qui ont été pénalisées par la SEC, mais c'est l'argent qui va au Trésor américain, et je vous invite à consulter un rapport extrêmement intéressant qui a été rendu public il y a quelques jours, un rapport commun entre la Banque mondiale et l'Office des Nations Unies contre le crime et la drogue, sur cette question-là, et qui s'interroge sur la possibilité à ce qu'une bonne partie de cet argent revienne aussi aux pays qui en ont été victimes. Alors, 10e point, coopération internationale aussi avec les ONG. Là, je vais être très rapide. Transparency International Berlin a une très bonne expertise, ils ont un réseau extrêmement développé. Il y a des sections nationales aussi qui ont une expertise un peu spécialisée, si ça peut vous intéresser par exemple. La section de Londres, d'Angleterre, est très spécialisée dans la corruption dans le secteur de la sécurité, de l'armement et de la défense. Il y a, je crois qu'il y a une association tunisienne qui travaille avec l'ONG Publiez ce que vous payez, transparente dans les industries extractives. Ça aussi, c'est un partenaire intéressant. Et il y a une ONG qui est installée à Washington, qui travaille sur la transparence dans les budgets. Ça aussi, ça peut être une piste pour vous en termes de coopération internationale. L'argent étant, l'utilisation du budget et la transparence était important. L'idée aussi, éventuellement, au plan régional, à travers les éléments de la société civile, de créer un réseau d'échange régional d'information et d'expertise. Concernant le droit d'accès à l'information, il y a un certain nombre de sites électroniques et de réseaux sociaux qui sont très forts dans la collecte d'informations et d'échanges. Il y a le fameux Wikileaks, à prendre avec ce qu'il y a de positif à l'intérieur. L'expérience du site MafiaLeaks dans le centre de protection des dénonciateurs. Là aussi, il vient d'initier, c'est tout récent comme expérience, la protection des dénonciateurs, des victimes et des témoins de la corruption est un élément essentiel. J'espère que la législation tunisienne qui sortira bientôt sera vraiment le plus conforme possible avec la Convention des Nations Unies. Parce que très souvent, il y a des pays qui ne sont pas très démocratiques qui, au lieu de légiférer en matière de protection des dénonciateurs, mettent surtout en avant la dénonciation calomnieuse et donc les dissuadent. Coopération avec le secteur privé international sous 2 angles, à la fois prévention avec par exemple la Chambre de commerce internationale qui élabore et met en place des chartes d'éthique, fait de la formation de déontologues, et surtout aussi coopération internationale avec le secteur privé international en termes de répression. Les multinationales prises la main dans le sac et ayant des projets par exemple en cours dans nos pays, en Tunisie, en Algérie, il faudrait voir à travers l'expérience de la liste noire de la Banque mondiale comment faire en sorte, et puis vous avez cette fameuse plaie de SNC-Lavalin Canada en Suisse, et là aussi, la gendarmerie royale canadienne, la justice canadienne a toutes les difficultés du monde à poursuivre cette enquête. Là aussi, il y a un travail à faire. Enfin, assistance technique et aide internationale, en dehors de ce qui est prévu par les instruments internationaux, au plan global, au plan international, il y a une disponibilité d'expertise, une disponibilité de formation et même une disponibilité de formation, de financement, notamment en direction des magistrats, en direction des polices judiciaires et bien sûr de la société civile. Enfin, je terminerai, Monsieur le Président. Moi, j'aime bien les calendriers. 2014, parce qu'il faut qu'on donne une suite. La Tunisie, et j'en suis très heureux, abritera la 16e conférence internationale de lutte contre la corruption. Je pense que c'est une bonne opportunité pour nous de poursuivre ce travail-là et de faire en sorte que cette conférence se penche un peu plus sur les particularités de la région. Et enfin, 2015, la 6e conférence des États parties de la Convention des Nations Unies qui se tiendra à Moscou, se donner le temps, 2015 c'est demain, comment entre ces 2 conférences d'États parties, celle du Panama qui vient de se terminer et celle de Moscou, on puisse préparer le mieux possible ces conventions. Voilà, c'est livré comme ça en vrac. Je voulais vous communiquer un peu ces idées, ces réflexions, ces pistes, et je vous remercie. Alors merci Monsieur le Président de me donner d'emblée la parole, qui va me permettre de corriger un malentendu, je pense. Donc j'appartiens au Conseil de l'Europe, qui est basé à Strasbourg. Et le Conseil de l'Europe, c'est les 47 États, c'est ce qu'on appelle la Grande Europe,
qui est à distinguer de l'Union européenne, qui est la petite Europe. Le Conseil de l'Europe est actif principalement en matière de droits de l'homme, démocratie, état de droit, et l'Union européenne plutôt en matière de droit économique. Le Conseil de l'Europe, auquel j'appartiens, est présent en Tunisie depuis l'année dernière sur un projet de 3 ans jusqu'à fin 2014, et dans le cadre de ce projet, il y a un volet qui consiste à assister les autorités tunisiennes en matière de lutte contre la corruption. Mais on n'a absolument aucun lien avec l'Union européenne, avec le Conseil de l'Europe de l'Union européenne, qui a été actif, ou pas assez actif selon certains, en matière de recouvrement des avoirs. Donc le Conseil de l'Europe auquel j'appartiens n'a aucune activité en matière de recouvrement des avoirs. Parce que précisément le Conseil de l'Europe a décidé d'intervenir là où d'autres bailleurs de fonds nous, on intervient là où il y a des niches qui ne sont pas couvertes par d'autres. Donc malheureusement, je ne peux pas répondre à votre question parce que je ne suis pas de l'Union européenne, je ne suis pas du Conseil de l'Europe de l'Union européenne, je n'ai pas de lien avec le tribunal de Strasbourg. Si, avec la Cour européenne des droits de l'homme, voilà, mais c'est à distinguer. Donc c'est une confusion malheureusement qui est souvent faite, et donc j'aimerais insister sur le fait que nous sommes, enfin je suis du Conseil de l'Europe de Strasbourg. Nous avons un petit programme en matière de lutte contre la corruption en Tunisie. Principalement, c'est assister à l'instance nationale de lutte contre la corruption à rédiger son règlement intérieur, son manuel de procédure. Nous allons assister le ministère des Domaines de l'État pour essayer de voir où sont les niches pour prévenir des risques de corruption. Nous allons développer des programmes l'année prochaine en matière d'assistance à la législation, mais pour l'instant, nous n'avons pas d'activité, nous ne prévoyons pas d'activité en matière de recouvrement. D'avoir Le gel des avoirs. le gel des avoirs, parce que ça ne relève pas vraiment de la compétence du Conseil de l'Europe. D'autres sont beaucoup plus compétents en la matière. Bon, je me présente, je suis M. Yahya Youssef. J'ai une association de transparence et responsabilité sociale. Je suis conseiller économique et j'ai travaillé dans beaucoup de dossiers à l'échelle régionale, à l'échelle nationale, et à l'Organisation mondiale de commerce, Bruxelles, etc. Et dans le dossier de blanchiment d'argent, avec mes collègues, c'est-à-dire belges, allemands, français, etc. Je connais la réalité, madame. Vous avez dit qu'il nous donne des promesses, etc. C'est vrai, il vous donne des promesses dans le cadre des conférences de droits de l'homme. Mais dans le cadre de conférences, des rencontres de partenariat économique, on change de nom de nom. Et c'est le droit de l'homme devant la porte. C'est la réalité. D'ailleurs, j'ai des collègues allemands, quelquefois on prend un post-café, et on voit, c'est-à-dire la société civile qui écrit, qui montre quel mauvais acte, comme on parle ici, il sourit, et moi je souris. C'est pour cette raison que je suis ici. Parce que il y a un État dans un État, il y a 2 poids et 2 mesures. Notre choix, madame. Bon, ma question est du moment où le thème c'est la coopération internationale pour lutter contre la corruption, comment faire pour madame Muriel, comment faire pour intégrer certaines associations scientifiques pour pouvoir aider ou assister à mettre un jalon dans la construction de tout un système pour lutter contre la corruption. Et merci. La question est la suivante. Pensez-vous qu'on a besoin vraiment de changer nos législations, surtout en ce qui concerne le secret bancaire? Est-ce que c'est un moyen déjà de garantir la réciprocité dont vous avez parlé, c'est-à-dire qu'en changeant nos propres législations et nos propres lois, en permettant aux autres qui viennent récupérer leurs avoirs qui sont chez nous, est-ce que c'est déjà une bonne fois à montrer pour les autres qui pourront c'est-à-dire éventuellement suivre l'exemple de la Tunisie, surtout pour les pays arabes et surtout pour la Libye?
C'est-à-dire qu'une fois la Tunisie rectifie ses législations, serait-il un bon exemple à suivre pour la Libye? Ensuite, une question pour M. Hajej. Donc, vous avez parlé de sentiers qui peuvent être suivis dans la lutte contre la corruption, à part, c'est-à-dire les chemins qui sont les relations entre les États. Vous avez cité l'exemple des ONG. Pourriez-vous nous donner un autre exemple, surtout pour la société civile? Et là, je rejoins l'avis de M. Besmaïl. En tant qu'activiste dans la société, jeune activiste dans la société civile tunisienne, je voudrais savoir, et là la question est pour tout le monde, comment nous conseillez-vous, en tant que société civile, de coopérer en matière de lutte contre la corruption, surtout que nous avons besoin d'expertise en tant que société civile. Et je veux mentionner en un dernier lieu que, en ce qui concerne la coopération internationale en matière de la lutte contre la corruption, on ne parle pas seulement de récupération des avoirs, on parle aussi de connaissance des conventions, on parle de manque, c'est-à-dire de culture judiciaire, on a besoin d'expertise. Comment pourriez-vous nous aider? Merci beaucoup. C'est vrai, on parle d'une deuxième liste sur la base du deuxième alinéa de l'article 1er du décret-loi portant confiscation des biens meubles et de la famille de l'ex-président et ses alliés, mais ça n'a rien à voir avec la coopération internationale. C'est une décision, c'est-à-dire administrative, émanant du comité de confiscation. Ensuite, cette décision sera transmise au comité de gestion des avoirs confisqués. Nous n'avons aucun problème sur ce plan car c'est interne. Donc, on a pratiquement. Il y a ça concerne le comité de confiscation. Le ministère de la Justice n'est pas représenté. Est-ce que ce n'est pas à partir des données fournies par cette commission que vous travaillez et vous essayez de... Non, il y a des échanges d'informations. Il y a des échanges. Mais on n'a pas adopté cette liste dans les procédures d'entraide judiciaire internationale. Il y a une autre liste qui a maintenant atteint 60 000 personnes et elle est ouverte. Donc, mais les 114 sont déjà confisqués, il n'y a pas de problème. Oui. On n'a pas besoin de jugement. On le rencontre en Tunisie. Voilà. D'accord, merci. Pour la question de la révision de la législation en matière de coopération internationale, ça concerne aussi cette question. On n'a pas de cadre juridique en Tunisie concernant la coopération internationale en matière pénale. Il y a un vide juridique dans ce sens, uniquement pour l'extradition. Mais pour la coopération en général, pour le transfert de personnes, pour le transfert de procédures aussi, ou des poursuites telles que définies dans la Convention traité cadre des Nations Unies de 1990, il n'y a pas en Tunisie. Mais dans le projet de réforme du Code de procédure pénale, on va intégrer toutes ces techniques et toutes ces procédures, car c'est vrai qu'il faut les mettre en place en Tunisie. La protection des dénonciateurs. Aussi, cette question ne pose pas de problème en Tunisie, car le droit tunisien n'exige pas que l'identité soit connue de la partie qui a dénoncé l'enquête. Ce n'est pas comme en Europe, c'est vrai, en droit suisse, en droit français, on exige que la partie plaignante doive mettre son identité. Donc, le ministère public ne peut être saisi que sur la base d'une plainte préalable de la victime. En Tunisie, non. On peut être saisi même par un coup de fil anonyme, par une lettre anonyme, par un rapport anonyme, et donc ça ne pose pas de problème. Pour la situation politique, monsieur, cette question... moi, je ne fais pas de politique, mais d'accord, je vais vous répondre. Un peu de patience. Votre question converge avec la question posée par Silanis ici. Est-ce qu'il y a une incidence de ces tergiversations politiques sur les procédures pendantes à l'étranger? Oui, je vous sans notre voix, c'est vrai. Moi, je vous réponds en tout franc-parler et nous avons rencontré des problèmes en ce sens. D'ailleurs, je vais vous donner des exemples concrets. Notre coopération avec la Suisse, au départ, on n'exigeait aucun engagement diplomatique. Après les tensions politiques, maintenant, on nous exige des engagements diplomatiques signés par le ministre de la Justice, le procureur de la République, le doyen de l'instruction, toutes les parties prenantes dans les procès pénaux, et on a signé ces engagements. Même la dernière décision
du Conseil fédéral, du tribunal pénal fédéral de Suisse, 2 décisions du 29 novembre. Ils ont aussi exigé pour les autorités tunisiennes de fournir un engagement diplomatique dans lequel une pléiade d'engagements soit consignée, notamment pour ne pas prononcer la peine de mort pour le procès équitable, pour la présence de la représentation diplomatique suisse devant le tribunal, plusieurs. Il y a 7 ou 8 engagements. Ils n'existaient pas avant le 23 octobre. Voilà, je vous reprends. C'est la même question. Oui, c'est la même. Parfait. Si Khan, pour la Libye, et les 2 résolutions du Conseil de sécurité, 1373 et 1270. Non, 1970, 1960. Pour le jet des avoirs. Pour le jet des avoirs. Le livre est bien. 1970, 1973, ce sont les annexes des résolutions. Et les annexes où ça figure la liste des entités et des personnes. Donc, pour en droit tunisien, la loi de 2003, telle que modifiée en 2009. Avant 2009, on n'avait pas de procédé ou de mécanisme pour procéder au jet. Après la modification de 2009 de la loi 2375, le ministre des Finances est chargé de l'application de ces résolutions et il les a appliquées à travers des circulaires destinés à la conservation foncière, à la Banque centrale, et la Banque centrale, à son tour, elle diffuse cette information pour toutes les institutions bancaires de Tunisie et même pour tous les services. Donc c'est appliqué complètement ce que vous avez dit. Donc on a respecté ces 2 résolutions. C'est le ministre des Finances qui est chargé de l'application et en coopération avec le ministère des Affaires étrangères. Et ça n'a posé aucun problème. Et il y a un monitoring, il y a un suivi pour actualiser toujours ces listes. Il y a une base de données au niveau de la Banque centrale et au niveau du ministère des Finances. On a travaillé sur ça. Pour l'exécution des commissions ambulatoires qui parviennent des États requérants pour la Tunisie en tant qu'État requis, je vais vous donner des exemples. Vous vous rappelez des commissions obligatoires émanant des autorités helvétiques en 2011, elles ont été exécutées en 2 mois, avec la documentation bancaire, avec l'audition du témoin, avec la confrontation à tout. Et la dernière commission rogatoire, décernée par le procureur fédéral l'antenne Lausanne du ministère public de la Confédération suisse, elle a été exécutée en 1 jour. C'était le 18 novembre 2013. Et la procureure fédérale, elle est en personne, elle a été ici, et elle a procédé aux auditions, elle a pris les documents, traduit toute la documentation, et elle a exécuté ça, non pas par vidéoconférence ou bien par voie diplomatique, mais avec des solutions pratiques en 1 journée. Moi, j'étais chargé pour l'accompagnement de l'accomplissement de cette commission rogatoire. Pour la Libye, nous avons une commission rogatoire aussi, ça marche. Donc c'est vrai, en Tunisie, il y a des problèmes de ressources humaines, de ressources financières. Si M. Weiss Lagel, tout à l'heure, lorsqu'il m'a présenté, je suis membre de 3 commissions. Comité de recouvrement, comité de gestion des avoirs confisqués. Les FAIU, je fais 5 ou 6 réunions par semaine et je suis le conseiller du ministre et j'assiste aussi mes collègues au ministère, le pôle financier, la direction des affaires pénales, les affaires civiles, la coopération internationale, les programmes de réforme avec les bailleurs de fonds. On travaille, c'est vrai, mais il y a aussi des limites. Pour les juges d'instruction, le pôle judiciaire et financier compte uniquement 10 magistrats instructeurs et 5 facultés. Faute de moyens, bien sûr. Si on compare par le nombre et le flux considérable des affaires maintenant enrôlées devant le pôle financier, ce sont des centaines d'affaires. Actuellement, il y en a à 800 pendantes. Et chaque affaire de corruption, de malversation, elle nécessite des expertises, des commissions rogatoires, des auditions, des saisies, des perquisitions. Mais c'est limité, c'est vrai, nous avons un problème, on essaie de renforcer. Et ils font de leur les magistrats ou bien pour l'administration tunisienne. On travaille environ, mais ce n'est pas facile à gérer. Pour la Security Exchange américaine, ça ne me concerne pas, mais je vais donner mon avis là-dedans. Ce n'est pas spécifié uniquement à la SEC. Hein.
La COP, auparavant, maintenant, désormais, c'est l'AMF, l'autorité des marchés financiers en France, voire même le Conseil du marché financier tunisien, instauré par la loi 94-117. Donc, il prévoit, il octroie au CMF tunisien le pouvoir d'infliger des sanctions pécuniaires. D'ailleurs, le problème de la dualité des sanctions a été évoqué pour le CMF tunisien, pour la COP. Maintenant, AMF et pour la SEC, ce n'est pas uniquement spécifique pour les États-Unis d'Amérique, surtout pour l'utilisation des informations privilégiées, les délits la manipulation de cours ou l'entrave au fonctionnement du marché financier. Il y a d'autres questions, je pense. Je pense que voilà. Merci. La parole, merci Mohamed. La parole est à Mme Leïla, son tableau. Bien, alors moi je ne vais pas répondre question par question, mais je vais essayer de regrouper. Pour ce qui est de la nécessité de la révision de la législation, oui, c'est le moment d'attaquer ce chantier, parce qu'on s'est rendu compte, notamment à travers le mécanisme de revue, qu'il y a des législations qui ont besoin d'être revues, d'être complétées, d'être parfois modifiées ou changées purement et simplement, ou certaines législations d'être adoptées. Par exemple, sur l'incrimination du fonctionnaire étranger ou d'une organisation internationale, c'est une incrimination qui n'existe pas en droit tunisien. Donc le code pénal a besoin d'être révisé, le code de procédure pénale, comme l'a indiqué c'est Mohamed, la législation fiscale en matière de communication d'information a besoin d'être révisée, et je suis désolée de vous contredire, mais le code des droits et procédures fiscaux au niveau des articles 15 et 17 n'ont pas été révisés jusqu'à aujourd'hui. Et si votre banque a communiqué des relevés bancaires, parce que ce que la banque peut communiquer, c'est les dates d'ouverture et de clôture et les numéros de compte, pas les relevés bancaires. Donc, si ça s'est limité à cela, la banque est en conformité. Si elle a fait plus, moi, si j'étais votre client, je vous aurais attaqué parce que vous n'avez pas le droit de communiquer mes relevés bancaires. Donc, vous êtes banquier, vous savez aussi bien que moi que les numéros de compte ne suffisent pas. Il faut avoir une idée des transactions, il faut avoir les relevés bancaires pour pouvoir retracer l'argent et suivre la piste de l'argent. Et ça, cette information-là, jusqu'à aujourd'hui, l'administration fiscale ne peut pas l'avoir. Par contre, l'instance nationale de lutte contre la corruption peut l'obtenir, cette information, parce que le texte de décret de loi prévoit que le secret professionnel ne peut pas lui être opposé. Donc ça, c'est ce qui est du rôle de la société civile et de l'appui à la société civile. Les associations qui se spécialisent, elles doivent elles-mêmes définir leurs besoins et dire voilà, nous on veut travailler sur tel et tel secteur, nous avons un tel nombre de membres, nous voulons organiser et solliciter l'aide et l'appui. Et il y a suffisamment de sources de fourniture, entre guillemets, d'expertise et de formation, et ça ne se fait pas en un jour, c'est vrai, mais il faut se donner le temps et les moyens de se former pour pouvoir agir de manière plus efficace en matière de lutte contre la corruption. Et au niveau international, ce qui serait intéressant pour les associations, c'est de se mettre en réseau avec les associations des pays, étrangers. Commençons d'abord par le Maghreb, et après regardons de l'autre côté de la Méditerranée, de tous les côtés. Je ne parle pas Europe seulement, mais aussi, n'oublions pas, le Moyen-Orient. Il y a beaucoup de fonds qui sont au Moyen-Orient, et donc il faut peut-être essayer de créer des réseaux avec la société civile au Moyen-Orient pour essayer au moins d'avoir accès à l'information, ou avoir de l'information qu'on ne pourrait pas avoir de manière officielle, parce que c'est peut-être pas possible, mais vous savez qu'à travers le réseautage, il est possible d'obtenir beaucoup d'informations, et le journalisme d'investigation fonctionne ainsi aussi. J'espère vous avoir répondu, et si j'ai oublié quelque chose, veuillez m'en excuser. Concernant la SEC, le gendarme de la bourse américain, je fais allusion à un rapport qui date de quelques jours de la Banque mondiale des Nations Unies, qui s'interroge sur la base d'une enquête faite sur 10 années, je crois que 200 cas pratiquement étudiés dans ce rapport, qui dit que la SEC ne fait pas suffisamment d'efforts pour restituer une bonne partie de cet argent aux pays concernés. Concernant la société civile et le recouvrement des avoirs,
je vais parler de notre expérience en Algérie. On a la particularité dans notre association, avec des partenaires en Algérie et aussi des collectifs d'Algériens installés un peu partout dans le monde, de travailler ensemble à travers des réseaux parfois informels, et même en étant en contact avec des journalistes d'investigation qui travaillent sur des dossiers qui nous intéressent, ou même avec des magistrats. On a aussi des contacts, et parfois les magistrats aussi sollicitent ces contacts pour pouvoir médiatiser l'affaire et faire baisser un peu la pression qu'ils subissent. Et donc, trois exemples concrets. Il y a une organisation d'Algériens, de citoyens algériens en France, qui, tout récemment, dans le cadre d'une affaire internationale de corruption où des Algériens étaient impliqués, ont déposé plainte auprès du tribunal à Paris, et ils ont été acceptés comme partie civile dans le cadre d'une opération de gel d'avoirs, ce qui est déjà quand même une chose intéressante. Nos amis de Transparency France et de Sherpa et un certain nombre d'ONG africaines travaillent déjà depuis quelques années sur ces opérations avec quelques succès. Donc c'est une expertise qu'il faut essayer d'en prendre connaissance. Plus récemment aussi en Italie, des Algériens installés en Italie à travers des associations et étant en contact avec eux, ont rencontré des magistrats italiens qui travaillaient sur des dossiers extrêmement sensibles d'affaires de corruption internationale impliquées en Algérie, notamment dans le cadre du gaz et du pétrole, et des contacts sont en cours à ce niveau-là. Et dernier exemple, c'est au Canada. Donc à travers des contacts que nous avons avec des Algériens qui ont une certaine expertise et qui sont installés au Canada, ils ont pris attache avec la justice canadienne, notamment dans la fameuse affaire SNC-Lavalin qui touche à la fois l'Algérie, la Tunisie, la Libye et bien d'autres pays. Donc là aussi, c'est à la fois un travail d'investigation que nous menons en coopération avec des relais que nous avons un peu partout dans le monde, c'est un travail d'investigation que nous menons aussi avec des journalistes qui travaillent sur ce dossier, et ce sont aussi des contacts que nous avons avec des associations qui sont dans ces pays et des magistrats. Voilà.